Le spleen de Paris, suite. La belle Dorothée. Le soleil accable la ville de sa lumière droite et terrible. Le sable est éblouissant et la mer miroite. Le monde stupéfié s'affaisse lâchement et fait la sieste. Une sieste qui est une espèce de mort savoureuse où le dormeur, à demi éveillé, goûte les voluptés de son anéantissement. Cependant Dorothée, forte et fière comme le soleil, s'avance dans la rue déserte, seule vivante à cette heure sous l'immense azur, et faisant sur la lumière une tache éclatante et noire. Elle s'avance, balançant mollement son torse si mince sur ses hanches si larges. Sa robe de soie collante, d'un teint clair et rose, tranche vivement sur les ténèbres de sa peau et moule exactement sa taille longue, son dos creux et sa gorge pointue. Son ombrelle rouge, tamisant la lumière, projette sur son visage sombre le phare sanglant de ses reflets. Le poids de son énorme chevelure, presque bleue, tire en arrière sa tête délicate et lui donne un air triomphant et paresseux. De lourdes pendeloques gazouillent secrètement à ses mignonnes oreilles. De temps en temps, la brise de mer soulève par le coin sa jupe flottante et montre sa jambe luisante et superbe. Et son pied, pareil aux pieds des déesses de marbre que l'Europe enferme dans ses musées, imprime fidèlement sa forme sur le sable fin. Car Dorothée est si prodigieusement coquette que le plaisir d'être admirée l'emporte chez elle sur l'orgueil de la franchie. Et bien qu'elle soit libre, elle marche sans souliers. Elle s'avance ainsi harmonieusement, heureuse de vivre et souriant d'un blanc sourire, comme si elle apercevait au loin dans l'espace un miroir reflétant sa démarche et sa beauté. À l'heure où les chiens eux-mêmes gémissent de douleur sous le soleil qui les mord, quel puissant motif fait donc aller ainsi la paresseuse Dorothée, belle et froide comme le bronze? Pourquoi a-t-elle quitté sa petite case si coquettement arrangée, dont les fleurs et les nattes font à si peu de frais un parfait boudoir, où elle prend tant de plaisir à se peigner, à fumer, à se faire éventer, ou à se regarder dans le miroir de ses grands éventails de plumes, pendant que la mer, qui bat la plage à 100 pas de là, fait à ses rêveries indécises un puissant et monotone accompagnement, et que la marmite de fer, où cuit un ragoût de crabe au riz et au safran, lui envoie du fond de la cour ses parfums excitants. Peut-être a-t-elle un rendez-vous avec quelque jeune officier qui, sur des plages lointaines, a entendu parler par ses camarades de la célèbre Dorothée. Infailliblement, elle le priera, la simple créature, de lui décrire le bal de l'opéra et lui demandera si on peut y aller pieds nus, comme on danse du dimanche, où les vieilles cafrines elles-mêmes deviennent ivres et furieuses de joie. Et puis encore, si les belles dames de Paris sont toutes plus belles qu'elle. Dorothée est admirée et choyée de tout. Et elle serait parfaitement heureuse si elle n'était pas obligée d'entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur qui a bien 11 ans et qui est déjà mûre et si belle. Elle réussira sans doute, la bonne Dorothée. Le maître de l'enfant est si avare, trop avare pour comprendre une autre beauté que celle des écus. Les yeux des pauvres. Ah, vous voulez savoir pourquoi je vous hais aujourd'hui? Il vous sera sans doute moins facile de le comprendre qu'à moi de vous l'expliquer. Car vous êtes, je crois, le plus bel exemple d'imperméabilité féminine qui se puisse rencontrer. Nous avions passé ensemble une longue journée qui m'avait paru courte. Nous nous étions bien promis que toutes nos pensées nous seraient communes à l'un et à l'autre, et que nos deux âmes désormais n'en feraient plus qu'une. Un rêve qui n'a rien d'original après tout, si ce n'est que, rêvé par tous les hommes, il n'a été réalisé par aucun. Le soir, un peu fatigué, vous voulûtes vous asseoir devant un café neuf
qui formait le coin d'un boulevard neuf, encore tout plein de gravois, et montrant déjà glorieusement ses splendeurs inachevées. Le café étincelait, le gaz lui-même y déployait toute l'ardeur d'un début, et éclairait de toutes ses forces les murs aveuglants de blancheur, les nappes éblouissantes de miroirs, les ors des baguettes et des corniches, les pages aux joues rebondies traînées par les chiens en laisse, les dames riant aux faucons perchés sur leurs poings, les nymphes et les déesses portant sur leurs têtes des fruits, des pâtés et du gibier, les ébés et les Ganymèdes présentant à bras tendus la petite amphore à bavaroise ou l'obélisque bicolore des glaces panachées, toute l'histoire et toute la mythologie mise au service de la coinfrerie. Droit devant nous, sur la chaussée, était planté un brave homme d'une quarantaine d'années, au visage fatigué, à la barbe grisonnante, tenant d'une main un petit garçon et portant sur l'autre bras un petit être trop faible pour marcher. Il remplissait l'office de bonne et faisait prendre à ses enfants l'air du soir. Tous en guenilles. Ses trois visages étaient extraordinairement sérieux, et ses 6 yeux contemplaient fixement le café nouveau avec une admiration égale, mais nuancée diversement par l'âge. Les yeux du père disaient « Que c'est beau, que c'est beau !» On dirait que tout l'or du pauvre monde est venu se porter sur ces murs. Les yeux du petit garçon « Que c'est beau, mais c'est une maison où peuvent seuls entrer les gens qui ne sont pas comme nous. » Quant aux yeux du plus petit, il était trop fasciné pour exprimer autre chose qu'une joie stupide et profonde. Les chansonniers disent que le plaisir rend l'âme bonne et amollit le cœur. La chanson avait raison ce soir-là, relativement à moi. Non seulement j'étais attendri par cette famille Dieu, mais je me sentais un peu honteux de nos verres et de nos carafes, plus grandes que nos soifs. Je tournai mes regards vers les vôtres, cher amour, pour y lire ma pensée. Je plongeais dans vos yeux si beaux et si bizarrement doux, dans vos yeux verts, habités par le caprice et inspirés par la lune, quand vous me dites « Ces gens-là me sont insupportables avec leurs yeux ouverts comme des portes cochères. Ne pourriez-vous pas prier le maître du café de les éloigner d'ici ?» Tant il est difficile de s'entendre, mon cher ange, et tant la pensée incommunicable, même entre gens qui s'aiment. Une mort héroïque. Fonsu était un admirable bouffon et presque un de mes amis du prince. Mais pour les personnes vouées par état au comique, les choses sérieuses ont de fatales attractions. Et bien qu'il puisse paraître bizarre que les idées de patrie et de liberté s'emparent despotiquement du cerveau d'un histrion, un jour, Fonsu entra dans une conspiration formée par quelques gentilshommes mécontents. Il existe partout des hommes de bien pour dénoncer au pouvoir ces individus d'humeur atrabilaire qui veulent déposer les princes et opérer, sans la consulter, le déménagement d'une société. Les seigneurs en question furent arrêtés, ainsi que Fonsu, et voués à une mort certaine. Je croirais volontiers que le prince fut presque fâché de trouver son comédien favori parmi les rebelles. Le prince n'était ni meilleur ni pire qu'un autre, mais une excessive sensibilité le rendait, en beaucoup de cas, plus cruel et plus despote que tous ses pareils. Amoureux passionné des beaux-arts, excellent connaisseur d'ailleurs, il était vraiment insatiable de volupté. Assez indifférent relativement aux hommes et à la morale, véritable artiste lui-même, il ne connaissait d'ennemi dangereux que l'ennui, et les efforts bizarres qu'il faisait pour fuir ou pour vaincre ce tyran du monde lui auraient certainement attiré, de la part d'un historien sévère, l'épithète de monstre. S'il avait été permis dans ces domaines d'écrire quoi que ce fût, qui ne tendit pas uniquement au plaisir ou à l'étonnement, qui est une des formes les plus délicates du plaisir. Le grand malheur de ce prince fut
qui n'eut jamais un théâtre assez vaste pour son génie. Il y a des jeunes Néron qui étouffent dans des limites trop étroites et dont les siècles à venir ignoreront toujours le nom et la bonne volonté. L'imprévoyante Providence avait donné à celui-ci des facultés plus grandes que ses états. Tout d'un coup, le bruit courut que le souverain voulait faire grâce à tous les conjurés, et l'origine de ce bruit fut l'annonce d'un grand spectacle où Fansuil devait jouer l'un de ses principaux et de ses meilleurs rôles, et auquel assisteraient même, disait-on, les gentilshommes condamnés, signe évident, ajouter les esprits superficiels des tendances généreuses du prince offensé. De la part d'un homme aussi naturellement et volontairement excentrique, tout était possible, même la vertu, même la clémence, surtout s'il avait pu espérer y trouver des plaisirs inattendus. Mais pour ceux qui, comme moi, avaient pu pénétrer plus avant dans les profondeurs de cette âme curieuse et malade, il était infiniment plus probable que le prince voulait juger de la valeur des talents scéniques d'un homme condamné à mort. Il voulait profiter de l'occasion pour faire une expérience physiologique d'un intérêt capital et vérifier jusqu'à quel point les facultés habituelles d'un artiste pouvaient être altérées ou modifiées par la situation extraordinaire où il se trouvait. Au-delà, existait-il dans son âme une intention plus ou moins arrêtée de clémence? C'est un point qui n'a jamais pu être éclairci. Enfin, le grand jour arrivé, cette petite cour déploya toutes ses pompes, et il serait difficile de concevoir, à moins de l'avoir vu, tout ce que la classe privilégiée d'un petit État à ressources restreintes peut montrer de splendeur pour une vraie solennité. Celle-là était doublement vraie, d'abord par la magie du luxe étalé, ensuite par l'intérêt moral et mystérieux qui y était attaché. Le sieur Fansuil excellait surtout dans les rôles muets ou peu chargés de paroles, qui sont souvent les principaux dans ces drames féeriques dont l'objet est de représenter symboliquement le mystère de la vie. Il la entra en scène légèrement et avec une aisance parfaite, ce qui contribua à fortifier dans le noble public l'idée de douceur et de pardon. Quand on dit d'un comédien « voilà un bon comédien », on se sert d'une formule qui implique que, sous le personnage se laisse encore deviner le comédien, c'est-à-dire l'art, l'effort, la volonté. Or, si un comédien arrivait à être, relativement au personnage qu'il est chargé d'exprimer, ce que les meilleurs statues de l'Antiquité, miraculeusement animées, vivantes, marchantes, voyantes, seraient relativement à l'idée générale et confuse de beauté, ce serait là, sans doute, un cas singulier et tout à fait imprévu. Fansuil fut, ce soir-là, une parfaite idéalisation, qu'il était impossible de ne pas supposer vivante, possible, réelle. Ce bouffon allait, venait, riait, pleurait, se convulsait, avec une indestructible auréole autour de la tête, auréole invisible pour tous, mais visible pour moi, et où se mêlaient dans un étrange amalgame les rayons de l'art et la gloire du martyr. Fansuil introduisait, par je ne sais quelle grâce spéciale, le divin et le surnaturel, jusque dans les plus extravagantes bouffonneries. Ma plume tremble, et des larmes d'une émotion toujours présente me montent aux yeux, pendant que je cherche à vous décrire cette inoubliable soirée. Fansuil me prouvait, d'une manière péremptoire, irréfutable, que l'ivresse de l'art est plus apte que tout autre à voiler les terreurs du gouffre, que le génie peut jouer la comédie au bord de la tombe avec une joie qui l'empêche de voir la tombe, perdu comme il est, dans un paradis excluant toute idée de tombe et de destruction. Tout ce public, si blasé et frivole qu'il put être, subit bientôt la toute-puissante domination de l'artiste. Personne ne rêva plus de mort,
de deuil ni de supplice. Chacun s'abandonna sans inquiétude aux voluptés multipliées que donne la vue d'un chef-d'œuvre d'art vivant. Les explosions de la joie et de l'admiration ébranlèrent à plusieurs reprises les voûtes de l'édifice avec l'énergie d'un tonnerre continu. Le prince lui-même, enivré, mêla ses applaudissements à ceux de sa cour. Cependant, pour un œil clairvoyant, son ivresse à lui n'était pas sans mélange. Se sentait-il vaincu dans son pouvoir de despote, humilié dans son art de terrifier les cœurs et d'engourdir les esprits, frustré de ses espérances et bafoué dans ses prévisions? De telles suppositions, non exactement justifiées, mais absolument injustifiables, traversèrent mon esprit pendant que je contemplais le visage du prince, sur lequel une pâleur nouvelle s'ajoutait sans cesse à sa pâleur habituelle, comme la neige s'ajoute à la neige. Ses lèvres se resserraient de plus en plus, et ses yeux s'éclairaient d'un feu intérieur semblable à celui de la jalousie et de la rancune, même pendant qu'il applaudissait ostensiblement les talons de son vieil ami, l'étrange bouffon qui bouffonnait si bien la mort. À un certain moment, je vis son Altesse se pencher vers un petit page, placé derrière elle, et lui parler à l'oreille. La physionomie espiègle du joli enfant s'illumina d'un sourire, et puis il quitta vivement la loge princière comme pour s'acquitter d'une commission urgente. Quelques minutes plus tard, un coup de sifflet aigu, prolongé, interrompit Fansioul dans un de ses meilleurs moments, et déchira à la fois les oreilles et les cœurs. Et de l'endroit de la salle d'où avait jailli cette désapprobation inattendue, un enfant se précipitait dans un corridor avec des rires étouffés. Fansioul, secoué, réveillé dans son rêve, ferma d'abord les yeux, puis les rouvrit presque aussitôt, démesurément agrandi, ouvrit ensuite la bouche comme pour respirer convulsivement, chancela un peu en avant, un peu en arrière, et puis tomba roide mort sur les planches. Le sifflet, rapide comme un glaive, avait-il réellement frustré le bourreau? Le prince avait-il lui-même deviné toute l'homicide et efficacité de sa ruse? Il est permis d'en douter. Regretta-t-il son cher et inimitable Fansioul? Il est doux et légitime de le croire. Les gentilshommes coupables avaient joui pour la dernière fois du spectacle de la comédie. Dans la même nuit, ils furent effacés de la vie. Depuis lors, plusieurs mimes, justement appréciés dans différents pays, sont venus jouer devant la cour de... Mais aucun d'eux n'a pu rappeler les merveilleux talents de Fansioul, ni s'élever jusqu'à la même faveur. La fausse monnaie. Comme nous nous éloignons du bureau de tabac, mon ami fit un soigneux triage de sa monnaie. Dans la poche gauche de son gilet, il glissa des petites pièces d'or, dans la droite, de petites pièces d'argent. Dans la poche gauche de sa culotte, une masse de gros sols, et enfin dans la droite, une pièce d'argent de 2 francs qu'il avait particulièrement examinée. Singulière et minutieuse répartition, me dis-je en moi-même. Nous fîmes la rencontre d'un pauvre qui nous tendit sa casquette en tremblant. Je ne connais rien de plus inquiétant que l'éloquence muette de ses yeux suppliants, qui contiennent à la fois pour l'homme sensible qui sait y lire tant d'humilité, tant de reproches. Il y trouve quelque chose, approchant cette profondeur de sentiments compliqués dans les yeux larmoyants des chiens qu'on fouette. L'offrande de mon ami fut beaucoup plus considérable que la mienne, et je lui dis « Vous avez raison, après le plaisir d'être étonné, il n'en est pas de plus grand que celui de causer une surprise. C'était la pièce fausse, me répondit-il tranquillement, comme pour se justifier de sa prodigalité. Mais dans mon misérable cerveau, toujours occupé à chercher midi à 14 heures,
De quelle fatigante faculté la nature m'a fait cadeau? Entra soudainement cette idée qu'une pareille conduite de la part de mon ami n'était excusable que par le désir de créer un événement dans la vie de ce pauvre diable, peut-être même de connaître les conséquences diverses, funestes ou autres, que peut engendrer une pièce fausse dans la main d'un mendiant. Ne pouvait-elle pas se multiplier en pièces vraies? Ne pouvait-elle pas aussi le conduire en prison? Un cabaretier, un boulanger par exemple, allait peut-être le faire arrêter comme faux monnayeur ou comme propagateur de fausses monnaies. Tout aussi bien la pièce fausse serait peut-être, pour un pauvre petit spéculateur, le germe d'une richesse de quelques jours. Et ainsi ma fantaisie allait son train, prêtant des ailes à l'esprit de mon ami et tirant toutes les déductions possibles de toutes les hypothèses possibles. Mais celui-ci rompit brusquement ma rêverie en reprenant mes propres paroles. Oui, vous avez raison. Il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'espère. Je le regardai dans le blanc des yeux, et je fus épouvanté de voir que ses yeux brillaient d'une incontestable candeur. Je vis alors clairement qu'il avait voulu faire à la fois la charité et une bonne affaire. Gagner 40 sols et le cœur de Dieu, emporter le paradis économiquement, enfin attraper gratis un brevet d'homme charitable. Je lui aurais presque pardonné le désir de la criminelle jouissance dont je le supposais tout à l'heure capable. J'aurais trouvé curieux, singulier, qu'il s'amusât à compromettre les pauvres, mais je ne lui pardonnerai jamais l'ineptie de son calcul. On n'est jamais excusable d'être méchant, mais il y a quelque mérite à savoir qu'on l'est, et le plus irréparable des vices est de faire le mal par bêtise. Le joueur généreux. Hier, à travers la foule du boulevard, je me sentis frôlé par un être mystérieux que j'avais toujours désiré connaître et que je reconnus tout de suite, quoique je ne l'eusse jamais vu. Il y avait sans doute chez lui, relativement à moi, un désir analogue, car il me fit, en passant, un clignement d'œil significatif auquel je me hâtai d'obéir. Je le suivis attentivement, et bientôt je descendis derrière lui dans une demeure souterraine, éblouissante, où éclatait un luxe dont aucune des habitations supérieures de Paris ne pourrait fournir un exemple approchant. Il me parut singulier que j'eusse pu passer si souvent à côté de ce prestigieux repère sans en deviner l'entrée. Là régnait une atmosphère exquise, quoique capiteuse, qui faisait oublier presque instantanément toutes les fastidieuses horreurs de la vie. On y respirait une béatitude sombre, analogue à celle que durent éprouver les mangeurs de lotus quand, débarquant dans une île enchantée, éclairée des lueurs d'une éternelle après-midi, ils sentirent naître en eux, au son assoupissant des mélodieuses cascades, le désir de ne jamais revoir leurs pénates, leurs femmes, leurs enfants, et de ne jamais remonter sur les hautes lames de la mer. Il y avait là des visages étranges d'hommes et de femmes, marqués d'une beauté fatale, qu'il me semblait avoir vus déjà à des époques et dans des pays dont il m'était impossible de me souvenir exactement, et qui m'inspiraient plutôt une sympathie fraternelle que cette crainte qui naît ordinairement à l'aspect de l'inconnu. Si je voulais essayer de définir d'une manière quelconque l'expression singulière de leur regard, je dirais que jamais je ne vis Dieu priant plus énergiquement que l'horreur de l'ennui et du désir immortel de se sentir vivre. Mon hôte et moi, nous étions déjà, en nous asseyant, de vieux et parfaits amis. Nous mangeâmes, nous bûmes, outre mesure de toutes sortes de vins extraordinaires, et chose non moins extraordinaire, il me semblait, après plusieurs heures, que je n'étais pas plus ivre que lui. Cependant, le jeu, ce plaisir surhumain, avait coupé à divers intervalles nos fréquentes libations, et je dois dire que j'avais joué et perdu mon âme, en partie liée, avec une insouciance et une légèreté héroïque.
L'âme est une chose si impalpable, si souvent inutile et quelquefois si gênante que je n'ai éprouvé, quant à cette perte, qu'un peu moins d'émotion que si j'avais égaré dans une promenade ma carte de visite. Nous fumâmes longuement quelques cigarettes, dont la saveur et le parfum incomparable donnaient à l'âme la nostalgie de pays et de bonheur inconnu, et enivré de toutes ces délices, j'osai, dans un accès de familiarité qui ne parut pas lui déplaire, m'écrier en m'emparant d'une coupe pleine jusqu'au bord: « À votre immortelle santé, vieux bouc !» Nous causâmes aussi de l'univers, de sa création et de sa future destruction, de la grande idée du siècle, c'est-à-dire du progrès et de la perfectibilité, et en général de toutes les formes de l'infatuation humaine. Sur ce sujet-là, son Altesse ne tarissait pas en plaisanteries légères et irréfutables, et elle s'exprimait avec une suavité de diction et une tranquillité dans la drôlerie que je n'ai trouvée dans aucun des plus célèbres causeurs de l'humanité. Elle m'expliqua l'absurdité des différentes philosophies qui avaient jusqu'à présent pris possession du cerveau humain, et daigna même me faire confidence de quelques principes fondamentaux dont il ne me convient pas de partager les bénéfices et la propriété avec qui que ce soit. Elle ne se plaignit en aucune façon de la mauvaise réputation dont elle jouit dans toutes les parties du monde, m'assura qu'elle était elle-même la personne la plus intéressée à la destruction de la superstition, et m'avoua qu'elle n'avait eu peur relativement à son propre pouvoir qu'une seule fois. C'était le jour où elle avait entendu un prédicateur, plus subtil que ses confrères, s'écrier en chair: « Mes chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Le souvenir de ce célèbre orateur nous conduisit naturellement vers le sujet des académies, et mon étrange convive m'affirma qu'il ne dédaignait pas, en beaucoup de cas, d'inspirer la plume, la parole et la conscience des pédagogues, et qu'il assistait presque toujours en personne, quoique invisible, à toutes les séances académiques. Encouragé par tant de bonté, je lui demandai des nouvelles de Dieu, et s'il l'avait vu récemment. Il me répondit avec insouciance nuancée d'une certaine tristesse: « Nous nous saluons quand nous nous rencontrons, mais comme deux vieux gentilshommes, en qui une politesse innée ne saurait éteindre tout à fait le souvenir d'anciennes rancunes. » Il est douteux que son Altesse ait jamais donné une si longue audience à un simple mortel, et je craignais d'abuser. Enfin, comme l'aube frissonnante blanchissait les vitres, ce célèbre personnage chanté par tant de poètes et servi par tant de philosophes qui travaillent à sa gloire sans le savoir me dit: « Je veux que vous gardiez de moi un bon souvenir, et vous prouvez que moi, dont on dit tant de mal, je suis quelquefois bon diable, pour me servir d'une de vos locutions vulgaires. Afin de compenser la perte irrémédiable que vous avez faite de votre âme, je vous donne l'enjeu que vous aurez gagné si le sort avait été pour vous, c'est-à-dire la possibilité de soulager et de vaincre pendant toute votre vie cette bizarre affection de l'ennui, qui est la source de toutes vos maladies et de tous vos misérables progrès. Jamais un désir ne sera formé par vous que je ne vous aide à le réaliser. Vous régnerez sur vos vulgaires semblables, vous serez fournis de flatteries et même d'adoration. L'argent, l'or, les diamants, les palais féeriques viendront vous chercher et vous prieront de les accepter, sans que vous ayez fait un effort pour les gagner. Vous changerez de patrie et de contrée aussi souvent que votre fantaisie vous l'ordonnera. Vous vous saoulerez de volupté sans lassitude, dans des pays charmants où il fait toujours chaud et où les femmes sont aussi bonnes que les fleurs, etc., etc., ajouta-t-il en se levant et en me congédiant avec un bon sourire. Si ce n'eût été la crainte de m'humilier devant une aussi grande assemblée, je serais volontiers tombé aux pieds de ce joueur généreux, pour le remercier de son inouïe munificence. Mais peu à peu, après que je l'eus quitté, l'incurable défiance rentra dans mon sein.
je n'osais plus croire à un si prodigieux bonheur, et en me couchant, faisant encore ma prière par un reste d'habitude imbécile, je répétais dans un demi-sommeil. Mon Dieu, Seigneur mon Dieu, faites que le diable me tienne sa parole. La corde à Édouard Manet. Les illusions, me disait mon ami, sont aussi innombrables peut-être que les rapports des hommes entre eux, ou des hommes avec les choses. Et quand l'illusion disparaît, c'est-à-dire quand nous voyons l'être ou le fait tel qu'il existe en dehors de nous, nous éprouvons un bizarre sentiment, compliqué moitié de regret pour le fantôme disparu, moitié de surprise agréable devant la nouveauté, devant le fait réel. S'il existe un phénomène évident, trivial, toujours semblable, et d'une nature à laquelle il soit impossible de se tromper, c'est l'amour maternel. Il est aussi difficile de supposer une mère sans amour maternel qu'une lumière sans chaleur. N'est-il donc pas parfaitement légitime d'attribuer à l'amour maternel toutes les actions et les paroles d'une mère relatives à son enfant ? Et cependant, écoutez cette petite histoire où j'ai été singulièrement mystifiée par l'illusion la plus naturelle. Ma profession de peintre me pousse à regarder attentivement les visages, les physionomies qui s'offrent dans ma route, et vous savez quelle jouissance nous tirons de cette faculté qui rend à nos yeux la vie plus vivante et plus significative que pour les autres hommes. Dans le quartier reculé que j'habite, et où de vastes espaces gazonnés séparent encore les bâtiments, j'observais souvent un enfant dont la physionomie ardente et espiègle, plus que toutes les autres, me séduisit tout d'abord. Il a posé plus d'une fois pour moi, et je l'ai transformé tantôt en petit bohémien, tantôt en ange, tantôt en amour mythologique. Je lui ai fait porter le violon du vagabond, la couronne d'épines et les clous de la passion, et la torche d'Eros. Je pris enfin à toute la drôlerie de ce gamin un plaisir si vif que je priai un jour ses parents, de pauvres gens, de vouloir bien me le céder, promettant de bien l'habiller, de lui donner quelques argents, et de ne pas lui imposer d'autre peine que de nettoyer mes pinceaux et de faire mes commissions. Cet enfant, débarbouillé, devient charmant, et la vie qu'il menait chez moi lui semblait un paradis, comparativement à celle qu'il aurait subie dans le taudis paternel. Seulement, je dois dire que ce petit bonhomme m'étonna quelquefois par des crises singulières de tristesse précoce, et qu'il manifesta bientôt un goût immodéré pour le sucre et les liqueurs, si bien qu'un jour où je constatai que, malgré mes nombreux avertissements, il avait encore commis un nouveau larcin de ce genre, je le menaçai de le renvoyer à ses parents. Puis je sortis, et mes affaires me retinrent assez longtemps hors de chez moi. Quelles ne furent pas mon horreur et mon étonnement quand, rentrant à la maison, le premier objet qui frappa mes regards fut mon petit bonhomme, l'espiègle compagnon de ma vie, pendu au panneau de cette armoire. Ses pieds touchaient presque le plancher. Une chaise qu'il avait sans doute repoussée du pied était renversée à côté de lui. Sa tête était penchée convulsivement sur une épaule, son visage boursouflé et ses yeux tout grands ouverts avec une fixité effrayante me causèrent d'abord l'illusion de la vie. Le dépendre n'était pas une besogne aussi facile que vous le pouvez croire. Il était déjà fort roide, et j'avais une répugnance inexplicable à le faire brusquement tomber sur le sol. Il fallait le soutenir tout entier avec un bras, et avec la main de l'autre bras couper la corde. Mais cela fait, tout n'était pas fini. Le petit monstre s'est servi d'une ficelle fort mince qui était entrée profondément dans les chairs, et il fallait maintenant, avec des minces ciseaux, chercher la corde entre les deux bourrelets de l'enflure pour lui dégager le cou. J'ai négligé de vous dire que j'avais vivement appelé au secours, mais tous mes voisins avaient refusé de me venir en aide, fidèles en cela aux habitudes de l'homme civilisé, qui ne veut jamais, je ne sais pourquoi, se mêler des affaires d'un pendu. Enfin vint un médecin qui déclara que l'enfant était mort depuis plusieurs heures. Quand plus tard nous eûmes à le déshabiller pour l'ensevelissement, la rigidité cadavérique était telle que, désespérant de fléchir les membres, nous dûmes la serrer et couper les vêtements pour les lui enlever.
Le commissaire, à qui naturellement je dus déclarer l'accident, me regarda de travers et me dit « Voilà qui est louche !» M'eut sans doute dans un désir invétéré et une habitude d'état de faire peur à tout hasard, aux innocents comme aux coupables. Restait une tâche suprême à accomplir dont la seule pensée me causait une angoisse terrible. Il fallait avertir les parents. Mes pieds refusaient de m'y conduire. Enfin, j'eus ce courage. Mais à mon grand étonnement, la mère fut impassible, pas une larme ne scintilla du coin de son œil. J'attribuai cette étrangeté à l'horreur même qu'elle devait éprouver et je me souviens de la sentence connue. Les douleurs les plus terribles sont les douleurs muettes. Quant au père, il se contenta de dire d'un air moitié abruti, moitié rêveur. Après tout, cela vaut peut-être mieux ainsi. Il aurait toujours mal fini. Cependant, le corps était étendu sur mon divan et assisté d'une servante, je m'occupais des derniers préparatifs quand la mère entra dans mon atelier. Elle voulait, disait-elle, voir le cadavre de son fils. Je ne pouvais pas en vérité l'empêcher de s'enivrer de son malheur et lui refuser cette suprême et sombre consolation. Ensuite, elle me pria de lui montrer l'endroit où son petit s'était pendu. « Oh, non, madame, lui répondis-je, cela vous ferait mal. » Et comme involontairement mes yeux se tournaient vers la funèbre armoire, je m'aperçus avec un dégoût mêlé d'horreur et de colère que le clou était resté fiché dans la paroi, avec un long bout de corde qui traînait encore. Je m'élançai vivement pour arracher ces derniers vestiges du malheur, et comme j'allais les lancer au dehors par la fenêtre ouverte, la pauvre femme saisit mon bras et me dit d'une voix irrésistible « Oh, monsieur, laissez-moi cela, je vous en prie, je vous en supplie. » Son désespoir l'avait sans doute, me paraît-il, tellement affolée qu'elle s'éprenait de tendresse maintenant pour ce qui avait servi d'instrument à la mort de son fils, et le voulait garder comme une horrible et chère relique. Et elle s'empara du clou et de la ficelle. Enfin, tout était accompli. Il ne me restait plus qu'à me remettre au travail, plus vivement encore que d'habitude, pour chasser peu à peu ce petit cadavre qui hantait les replis de mon cerveau, et dont le fantôme me fatiguait de ses grands yeux fixes. Mais le lendemain, je reçus un paquet de lettres, les unes des locataires de ma maison, quelques autres des maisons voisines, l'une du premier étage, l'autre du second, l'autre du troisième, et ainsi de suite, les unes en style demi-plaisant, comme cherchant à déguiser, sous un apparent badinage, la sincérité de la demande, les autres lourdement effrontées et sans orthographe, mais toutes tendant au même but, c'est-à-dire à obtenir de moi un morceau de la funeste et béatifique corde. Parmi les signataires, il y avait, je dois le dire, plus de femmes que d'hommes. Mais tous, croyez-le bien, n'appartenaient pas à la classe infime et vulgaire. J'ai gardé ces lettres. Et alors, soudainement, une lueur se fit dans mon cerveau, et je compris pourquoi la mère tenait tant à m'arracher la ficelle, et par quel commerce elle entendait se consoler. L'évocation. Dans un beau jardin où les rayons d'un soleil automnal semblaient s'attarder à plaisir, sous un ciel déjà verdâtre où des nuages d'or flottaient comme des continents en voyage, 4 beaux enfants, 4 garçons, là de jouer sans doute, causaient entre eux. L'un disait « Hier, on m'a mené au théâtre, dans des palais grands et tristes, au fond desquels on voit la mer et le ciel, des hommes et des femmes, sérieux et tristes aussi, mais bien plus beaux et bien mieux habillés que ceux que nous voyons partout, parlent avec une voix chantante. Ils se menacent, ils supplient, ils se désolent et ils appuient souvent leurs mains sur un poignard enfoncé dans leur ceinture. Ah, c'était bien beau. Les femmes sont bien plus belles et bien plus grandes que celles qui viennent nous voir à la maison et, quoique avec leurs grands yeux creux et leurs joues enflammées, elles aient l'air terribles, on ne peut pas s'empêcher de les aimer. On a peur, on a envie de pleurer et cependant l'on est content. Et puis, ce qui est plus singulier, cela donne envie d'être habillé de même, de dire et de faire les mêmes choses et de parler avec la même voix. L'un des 4 enfants, qui depuis quelques secondes n'écoutait plus le discours de son camarade et observait avec fixité étonnante je ne sais quel point du ciel, dit tout à coup « Regardez, regardez là-bas, le voyez-vous ?
Il est assis sur ce petit nuage isolé, ce petit nuage couleur de feu qui marche doucement. Lui aussi, on dirait qu'il nous regarde. Mais qui donc? Demandèrent les autres. Dieu, répondit-il avec un accent parfait de conviction. Ah, il est déjà bien loin. Tout à l'heure, vous ne pourrez plus le voir. Sans doute il voyage pour visiter tous les pays. Tenez, il va passer derrière cette rangée d'arbres qui est presque à l'horizon. Et maintenant il descend derrière le clocher. Ah, on ne le voit plus. Et l'enfant resta longtemps tourné du même côté, fixant sur la ligne qui sépare la terre du ciel des yeux où brillait une inexprimable expression d'extase et de regret. Est-il bête celui-là, avec son bon Dieu, que lui seul peut apercevoir? Dit alors le troisième, dont toute la petite personne était marquée d'une vivacité et d'une vitalité singulières. Moi, je vais vous raconter comment il m'est arrivé quelque chose qui ne vous est jamais arrivé et qui est un peu plus intéressant que votre théâtre et vos nuages. Il y a quelques jours, mes parents m'ont emmené en voyage avec eux et comme dans l'auberge où nous nous sommes arrêtés, il n'y avait pas assez de lits pour nous tous, il a été décidé que je dormirais dans le même lit que ma bonne. Il attira ses camarades plus près de lui et parla d'une voix plus basse. « Ça fait un singulier effet, aller de n'être pas couché seul et d'être dans un lit avec sa bonne dans les ténèbres. Comme je ne dormais pas, je me suis amusée pendant qu'elle dormait à passer ma main sur ses bras, sur son cou et sur ses épaules. Elle a les bras et les coups bien plus gros que toutes les autres femmes, et la peau en est si douce qu'on dirait du papier à lettres ou du papier de soie. J'y avais tant de plaisir que j'aurais longtemps continué, et si je n'avais pas eu peur de la réveiller d'abord, et puis encore peur de je ne sais quoi. Ensuite, j'ai fourré ma tête dans ses cheveux qui pendaient dans son dos, épais comme une crinière, et ils sentaient aussi bon, je vous assure, que les fleurs du jardin à cette heure-ci. Essayez quand vous pourrez d'en faire autant que moi, et vous verrez. Le jeune auteur de cette prodigieuse révélation avait, en faisant son récit, des yeux écarquillés par une sorte de stupéfaction de ce qu'il éprouvait encore, et les rayons du soleil couchant, en glissant à travers les boucles rousses de sa chevelure ébouriffée, y allumaient comme une auréole sulfureuse de passion. Il était facile de deviner que celui-ci ne perdrait pas sa vie à chercher la divinité dans les nuées, et qu'il la trouverait fréquemment ailleurs. Enfin, le quatrième dit « Vous savez que je ne m'amuse guère à la maison, on ne me mène jamais au spectacle, mon tuteur est trop avare, Dieu ne s'occupe pas de moi et de mon ennui, et je n'ai pas une belle bonne pour me dorloter. Il m'a souvent semblé que mon plaisir serait d'aller toujours droit devant moi, sans savoir où, sans que personne s'en inquiète, et de voir toujours des pays nouveaux. Je ne suis jamais bien nulle part, et je crois toujours que je serai mieux ailleurs que là où je suis. Eh bien, j'ai vu à la dernière foire du village voisin 3 hommes qui vivent comme je voudrais vivre. Vous n'y avez pas fait attention, vous autres. Il était grand, presque noir et très fier, quoique en guenille, avec l'air de n'avoir besoin de personne. Leurs grands yeux sombres sont devenus tout à fait brillants pendant qu'ils faisaient de la musique. Une musique si surprenante qu'elle donne envie tantôt de danser, tantôt de pleurer, ou de faire les deux à la fois, et qu'on deviendrait comme fou si on les écoutait trop longtemps. L'un entraînant son archet sur son violon, semblait raconter un chagrin, et l'autre en faisant sautiller son petit marteau sur les cordes d'un petit piano suspendu à son cou par une courroie, avait l'air de se moquer de la plainte de son voisin, tandis que le troisième, choqué, de temps à autre, ses cymbales avaient une violence extraordinaire. Ils étaient si contents d'eux-mêmes qu'ils ont continué à jouer leur musique de sauvage, même après que la foule s'est dispersée. Enfin, ils ont ramassé leurs sous, ont chargé leurs bagages sur leur dos et sont partis. Moi, voulant savoir où ils demeuraient, je les ai suivis de loin jusqu'au bord de la forêt, où j'ai compris seulement alors qu'ils ne demeuraient nulle part. Alors, l'un a dit, « Faut-il déployer la tente ?»« Ma foi, non, a répondu l'autre. Il fait une si belle nuit. »
Le troisième disait en comptant la recette: ces gens-là ne sentent pas la musique et leurs femmes dansent comme des ours. Heureusement, avant un mois, nous serons en Autriche, où nous trouverons un peuple plus aimable. Nous ferions peut-être mieux d'aller vers l'Espagne, car voici la saison qui s'avance. Fuyons avant les pluies et nous mouillons que notre gosier, a dit un des deux autres. J'ai tout retenu, comme vous voyez. Ensuite, ils ont bu chacun une tasse d'eau-de-vie et se sont endormis, le front tourné vers les étoiles. J'avais eu d'abord envie de les prier de m'emmener avec eux et de m'apprendre à jouer de leur instrument, mais je n'ai pas osé, sans doute parce qu'il est toujours très difficile de se décider à n'importe quoi, et aussi parce que j'avais peur d'être rattrapée avant d'être hors de France. L'air peu intéressé des trois autres camarades me donna à penser que ce petit était déjà un incompris. Je le regardai attentivement. Il y avait dans son œil et dans son front ce que je ne sais quoi de préconscient fatal qui éloigne généralement la sympathie et qui, je ne sais pourquoi, excitait la mienne, au point que j'eus un instant l'idée bizarre que je pouvais avoir un frère à moi-même inconnu. Le soleil était couché, la nuit solennelle avait pris place. Les enfants se séparèrent, chacun allant à son insu, selon les circonstances et les hasards, mûrir sa destinée, scandaliser ses proches et graviter vers la gloire ou vers le déshonneur.